Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les mouvements dans un champ uniforme. Alors ici, ça va plutôt être des résolutions d'exercices types, on va dire, plutôt qu'un cours véritable, qui va permettre de s'adapter à quasiment tout type de situation. Alors déjà, peut-être un petit rappel sur ce que c'est qu'un champ. Alors, par exemple, eh bien, vous êtes sur la Terre, eh bien, tous les objets tombent. Et donc ça veut dire que tout autour de vous, il existe ce qu'on appelle un champ gravitationnel. Alors, je suis pas obligé de mettre un objet pour voir que ça tombe, je sais qu'il est là. Par contre, quand je mets un objet dans ce champ gravitationnel, eh bien, je vois qu'il va se passer des choses. Il va se passer des choses puisque cet objet va se déplacer. Et donc, ça veut dire que tout autour de vous, il existe une zone de l'espace où, eh bien, les masses vont avoir des propriétés particulières, vont pouvoir se déplacer. Donc ici, donc ce champ gravitationnel qu'on va noter donc G minuscule. Alors ça c'est plutôt l'intensité du champ gravitationnel petit g minuscule. Et donc ce champ-là, il est partout. Alors ici par exemple, vous voyez, j'ai une photo qui représente ici un javelot. Ça veut dire que ici, partout autour de cette surface, eh bien j'ai un champ gravitationnel qui va être ici, partout, dans tous les sens. Voilà, et qui va être le même partout, c'est ce qu'on va appeler uniforme. Vous avez d'autres types de champs qui existent. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle un champ électrique. Donc un champ électrique, là, ce qui va se passer, c'est que ce sont les particules électriques qui vont subir quelque chose quand on va les placer dans cette zone de l'espace avec des propriétés électriques particulières. Vous avez aussi, par exemple, les champs magnétiques, donc créés par les aimants, c'est-à-dire qu'autour d'un aimant, eh bien, il existe une zone de l'espace où, eh bien, les aimants vont avoir des propriétés particulières, ils vont subir des forces. Alors, ici, on va s'intéresser uniquement, pour l'instant de ce grand 1, au mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Et donc, tous vos exercices vont se résumer à ce type de choses, c'est-à-dire qu'on va prendre un objet, et puis on va le lancer. Globalement, ici c'est un javelot, mais ça pourrait être un ballon de basket, ça pourrait être une balle de canon, un boulet de canon, peu importe, une fusée, peu importe. Et donc, on va faire ceci. Alors, je vais vous lire donc le problème, et puis on va essayer de le résoudre avec tout le type de questions qu'on peut vous poser sur ce genre de problème. Alors, on étudie le mouvement d'un javelot de masse m modélisé par son centre de masse grand M, soumis uniquement à son poids P, car on néglige toute action de l'air, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poussée d'Archimède, on n'a pas de frottement. Un tel système est dit en chute libre. Donc, ce qu'on appelle chute libre, c'est quelque chose qui est soumis uniquement à son poids, donc il n'y a pas de frottement, pas de poussée d'Archimède. Un tel système est dit, le javelot est lancé à une vitesse v0 faisant un angle alpha au-dessus de l'horizontale. On considère que le mouvement se fait dans une zone suffisamment réduite pour considérer le champ de pesanteur G uniforme. L'étude est réalisée dans un référentiel terrestre considéré comme Galilée. Alors, comme tout problème de mécanique, on va créer un repère, et là, par contre, dans l'énoncé, eh bien, on vous donne déjà, eh bien, des choses à respecter. Alors ici, on va parler donc de trois vecteurs unitaires I, J et K. Ça veut dire qu'on va être en trois dimensions. D'habitude, on fait ça en deux dimensions. Là, on va être en trois dimensions, parce qu'en fait, on va être obligé, à un moment donné, de montrer que le mouvement est plan. Donc, si, pour montrer qu'il soit plan, faut pas déjà être dans un plan, sinon ça va être compliqué de montrer qu'il pourrait être autrement. Et donc, on va voir ici qu'il va falloir faire un vecteur unitaire J vertical vers le haut, un vecteur I horizontal tel que le vecteur vitesse initiale soit dans le plan IJ, et de coordonnées I sur V0 positive, on va voir ce que ça veut dire, et un vecteur K perpendiculaire à I et à J. Alors je vais commencer par la première, un vecteur J vertical vers le haut. Alors je vais prendre ici, je vais marquer ça sur le côté, et puis je vais faire un axe vertical, voilà, comme ceci, donc vers le haut, donc ça va être comme ceci. Donc j'ai ici mon centre du repère que je vais marquer peut-être par exemple ici, ça va être 0. Et j'ai un vecteur unitaire, donc que je vais appeler J minuscule. Ensuite, le vecteur I est horizontal. Ça veut dire, évidemment, que je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc, vecteur horizontal, donc je vais le placer à cet endroit-là. Voilà. Donc ça va être mon axe X. Mon axe X, il est ici. Je vais définir un vecteur unitaire, donc j'essaie de faire à peu près les mêmes I. Et dernière chose, on dit donc, tel que le vecteur vitesse initiale V0 soit dans le plan IJ. Donc il doit être dans le plan ici de mon tableau.
et la coordonnée sur I de V0 soit positive. Alors je vais l'envoyer ici globalement avec un angle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà tracer mon vecteur vitesse. Je vais le faire peut-être d'une autre couleur. Je vais le faire en vert, mon vecteur vitesse. Et donc voilà. En gros, je me place dans ce plan que j'ai dessiné ici. Et puis je vais tracer donc mon vecteur vitesse ici. Donc qui est souvent la coordonnée positive de I. Si vous regardez bien ici, eh bien mon vecteur V0 que j'ai fait ici en vert, eh bien ce vecteur vitesse V0, sa coordonnée sur I est bien positive, je suis dans le même sens ici, donc j'ai respecté les consignes. Ensuite, le vecteur K est perpendiculaire à I et J. Ça veut dire qu'en fait, là, il devrait traverser le plan. Alors, pour savoir dans quel sens est-ce qu'il traverse donc vers vous ou à travers ou dans l'autre côté, eh bien dans ce cas-là, il y a une règle, ça s'appelle la règle des 3 doigts. Alors, la règle des 3 doigts, si vous ouvrez votre main, ça va être difficile de vous montrer, mais si vous ouvrez votre main droite et le pouce, l'index et le majeur, eh bien avec les 3 doigts, si le pouce c'est I, si l'index c'est J, eh bien votre majeur va pointer donc en votre direction. Et donc dans ce cas-là, pour le représenter, comme ça pointe, eh bien on va faire un petit point ici avec un cercle, avec K à cet endroit-là. S'il pointait à travers l'écran, eh bien dans ce cas-là, on l'aurait fait dans ce sens-là. Donc nous on va faire cette situation où eh bien vous avez le vecteur K qui va pointer vers eh bien votre propre direction. Alors je vais le faire en bleu. Donc je vais faire ici un point, et puis je vais ici l'entourer, et ça va être mon vecteur unitaire K. Donc quand on est dans un plan, c'est comme ça qu'on peut représenter les vecteurs. Alors j'ai oublié de noter une petite chose, ce que j'ai oublié de noter, c'était qu'en fait ici, ça donne un angle qui va s'appeler alpha à cet endroit-là. Voilà. Alors, petite notion de cours qu'il faudra noter. Donc le plan OIJ, eh bien ça c'est quelque chose qui est nommé donc le plan de tir. C'est-à-dire qu'on va tirer dans ce plan OIJ. Donc est nommé donc plan de tir. Voilà. Alors la plupart du temps, cette chose-là sera toujours la même chose. Voilà, vous avez toujours x et y, et puis vous avez un vecteur V0 qui va partir ici, avec qui va faire un angle alpha. Et donc globalement ici, c'était pour vous montrer comment c'était fait, mais ça ce sera probablement évidemment donné. Alors, troisième question, réaliser un schéma de la situation, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, petit 4, c'est condition initiale, que je vais appeler CI pour aller un peu plus vite. Condition initiale, je vais le marquer pas mal de fois. Déterminer les coordonnées du vecteur V0 vitesse, déterminer les coordonnées du vecteur V0, le vecteur vitesse initiale. Donc je dois déterminer les coordonnées de mon vecteur vitesse. Alors je vais noter petit 4 ici, donc les coordonnées de mon vecteur vitesse initiale. Alors ce vecteur vitesse, c'est V0 ici que j'ai fait ici. Donc ce qui veut dire que eh bien, ces coordonnées vont être V0x. Alors je vais peut-être le faire plus petit x parce que sinon on va croire que c'est multiplié par x, mais en fait non, c'est V0 indice x, j'ai V0 indice y et V0 indice z. Donc c'est ça qu'il va falloir que je détermine, ce sont ces coordonnées. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, le vecteur V0 il a des coordonnées sur x et il a aussi des coordonnées sur y. Alors la coordonnée sur x, qu'est-ce que c'est? Alors je vais le faire peut-être en orange, ça va être plus facile. Donc eh bien V0x, ça va donc être la longueur qui va se trouver, je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Donc c'est cette longueur qui va se retrouver, que je vais tracer donc juste ici. C'est cette longueur-là. Donc moi je veux savoir quelle est cette longueur-là. Cette longueur-là que j'appelle donc, eh bien, V0x. Alors, vous avez ici un angle droit, vous avez un angle alpha ici, et donc vous voyez bien que cette longueur-là, eh bien, c'est le cosinus. Il va falloir prendre la valeur cosinus. Donc si je dis que cosinus de alpha, c'est quoi? C'est côté adjacent, c'est-à-dire celui-là, mon V0x. Et l'hypoténuse, c'est cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est V0, c'est la norme de mon vecteur V0. C'est pas V0 avec une flèche, c'est juste la norme, c'est-à-dire juste la longueur. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir noter que c'est divisé par V0. Alors, ce qui veut dire que maintenant, si je veux la première coordonnée, eh bien, elle est égale à quoi? Donc, c'est égal à V0x, si je passe le V0 ici, si je passe le V0 de l'autre côté, ça vous donne que V0x égale V0 cos alpha. Donc V0 cosinus alpha.
Et je peux faire la même chose, alors je vais le faire en violet pour l'axe Y. Donc en fait, si je veux ma coordonnée de mon V0 sur l'axe Y, eh bien, oups, c'est pas très bien fait. Donc ici, eh bien, je vais avoir cette longueur-là. Donc cette longueur-là, on va pouvoir la noter. Ici. Voilà, c'est cette longueur-là que je veux. Donc cette longueur-là, voilà, ça c'est mon V0 Y. Alors là, dans ce cas-là, vous regardez, c'est aussi la même que celle-ci. J'ai toujours montré en rectangle. Cette fois-ci, il va falloir que j'utilise le sinus. Donc sinus alpha, c'est égal à V0, le côté, donc celui-là, c'est donc le côté opposé, c'est donc V0Y, que je divise par l'hypoténuse, c'est toujours V0. Donc la deuxième coordonnée, c'est quoi? Eh bien, c'est V0 sinus alpha. Pour la coordonnée V0Z, eh bien je sais qu'elle est égale à 0 puisque je suis dans mon plan de tir, le vecteur vitesse, hein, c'est marqué ici. Comme il est dans le plan de tir, il est dans le plan OIJ, et donc ça veut dire que forcément cette coordonnée ici sera égale à 0. Alors question 5, c'est appliquer la deuxième loi de Newton au système. Alors la deuxième loi de Newton qu'il faut évidemment connaître par cœur, donc moi je vais l'appeler le PFD, le principe fondamental de la dynamique. D'après ce PFD, eh bien d'après le principe fondamental de la dynamique, je sais que la somme des forces extérieures appliquées à mon système est égale à la masse de mon système fois l'accélération de mon système, de mon centre d'inertie. Donc la somme des forces extérieures égale ma. Maintenant, quelles sont les forces extérieures? Bien, les forces extérieures, on n'y en a qu'une, puisqu'on est en chute libre, c'est le poids. Donc vous avez juste P qui est égal à ma. Maintenant, je sais que P, eh bien, c'est mg, hein, le vecteur champ de pesanteur, égale ma. Je vais pouvoir simplifier, c'est une flèche. Donc je vais pouvoir simplifier par le m, et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que g égale a. Alors le fait de simplifier ici est une petite bizarrerie, mais je n'expliquerai pas, sinon ma vidéo va durer très longtemps. Donc je sais que g égale a. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de déterminer les coordonnées de g. Alors regardez bien, ici g, vous voyez, il est ici, il est partout, il est vertical vers le bas, et donc dans ce cas-là, je peux aussi le tracer où je veux sur mon graphique. Alors je vais le tracer moi en noir, je vais le tracer ici par exemple à cet endroit-là, hein, ici, et donc g est vertical vers le bas. Voilà, ça c'est mon g ici. Donc je peux déterminer ses coordonnées. Les coordonnées de g, c'est quoi? Eh bien, sur l'axe x, je suis à 0. Voilà. Sur l'axe y, eh bien ici je vais vers le bas, attention, donc ça va être moins la longueur de cette là, donc ça va être moins g. Et sur l'axe z, il n'y en a pas, donc ça va être aussi 0. Voilà, j'ai déterminé les coordonnées de g, donc je sais que maintenant mon accélération est égale à ce g-là, et je vais pouvoir bien, faire une projection sur les axes. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est petit 6, c'est déterminer les équations horaires de la vitesse. Et donc pour déterminer les équations horaires de la vitesse, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que je vais être obligé, moi, de déterminer, question 6, je vais être obligé, la vitesse, mon vecteur vitesse, c'est le vecteur v, donc il va avoir ici des coordonnées vx, vy, vz, qui vont dépendre du temps, voilà. Donc même mon vecteur vitesse ici va dépendre du temps, puisque ma vitesse ne va pas être la même tout le temps. Donc c'est ça qu'on veut. Moi je veux ça, je veux le vx de t, le vy de t et le vz de t. À ne pas confondre, hein, s'il vous plaît, avec le vecteur v0 initial, puisque ça c'est uniquement au moment initial, donc c'est v0, puisque ça veut dire que c'est à l'instant t égale 0. Par contre, mon vecteur vitesse, il va évoluer au cours du temps, et dans ce cas-là, ce n'est pas le même ici. Voilà. Alors comment je fais? Moi j'ai ici ça, j'ai l'accélération et je veux la vitesse. Comment est-ce que je fais? Je connais une relation entre l'accélération et la vitesse. Moi je sais que A, on va pas mettre les deux t, est égal à d de v sur d de t, d'accord? Et bien donc ça veut dire que l'accélération, si je le mets sous forme de coordonnées, bien ça vous donne que ça c'est égal à quoi? Eh bien c'est d de vx sur d de t, d de vy sur dt et d de vz sur dt. Bon,
la parenthèse devrait arriver jusqu'ici, c'est pas très facile avec ma tablette. Donc ici, ça ce sont les coordonnées que j'ai ici. Ça c'est mon accélération, mais je les connais ces coordonnées puisqu'en fait je sais que A égale G. Ça veut dire que je vais pouvoir identifier chaque terme ici avec ces coordonnées-là. Ça veut dire que votre D de... Je vais peut-être barrer ma parenthèse, c'est une erreur. Eh bien, le D de Vx, eh bien, c'est égal à quoi? Bah, il est là, c'est 0. Le D de Vy, eh ben, c'est moins G. Et le D de Vz, eh bien, c'est 0. Voilà. J'ai mes coordonnées, j'ai mes équations. Je vais maintenant donc, eh bien, essayer de le résoudre. Je sais 2 de Vx sur dt égale 0. Donc, moi, ce que je veux, c'est le Vx. Donc, il va falloir trouver une primitive, eh bien, à cette équation ici égale 0. Eh bien, la primitive ici, c'est quoi? Alors, je vais le noter ici un petit peu autrement. Donc le V ici c'est égal à donc d de Vx sur dt, donc je vais trouver une primitive à 0, c'est-à-dire une constante. Hein. Si je dérive une constante, ça me donne bien 0. Pour la deuxième coordonnée, eh bien, il va falloir que je trouve une primitive de moins g, donc je vais essayer de trouver une primitive par rapport au temps, ça vous donne moins gt plus une autre constante C2, et puis bah ici, hein, encore une fois, bah, ça va, si je trouve une primitive, ça va vous donner une autre constante, c'est-à-dire C3. Donc ici, j'ai mes coordonnées de la vitesse ici. Voilà, c'est-à-dire que je peux identifier le C1, eh bien c'est mon Vx de t, mon Vy de t c'est moins gt plus C2, et mon Vz c'est C3. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces constantes? C'est toujours la même chose, on va faire donc appel aux conditions initiales. Alors, on va faire aux conditions initiales, donc d'après, on va pas marquer, d'après les CI, pour aller un peu plus vite, les conditions initiales. Alors qu'est-ce que je sais? Regardez bien, les conditions initiales, mon vecteur vitesse, je le connais, puisqu'il est ici. Je connais cette vitesse à l'instant t égale 0. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais remplacer ici pour la première, eh bien, V par V0. Donc ici, ça va être V0 va être égal à quoi? Alors, C1 égale quoi? Eh bien, dans ce cas-là, C1 égale à V0 cos alpha, elle est là. Donc C1 égale V0 cos alpha. C2, alors pardon, moins GT, alors T par contre c'est égal à 0, plus C2 est égal à quoi? C'est égal à V0 sinus alpha, comme ici. Je le mets ici, donc V0 sin alpha. Et puis C3, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à, eh bien, le dernier, c'est-à-dire 0 ici. Voilà. Donc ça, c'est à l'instant t égale 0. Je peux donc en déduire quoi? Je peux en déduire que C1 égale V0 cos alpha. Voilà. Ici, ça s'annule, donc ça veut dire que C2 est égal à V0 sin alpha, et que C3 est égal à 0. Donc maintenant, je connais toutes les constantes ici de mon vecteur vitesse. J'ai donc les équations horaires ici, puisque mon vecteur vitesse v de t, alors c'est pas bien écrit, je vais le réécrire correctement. Donc v de t ici, je vous rappelle que moi je veux le vx égale quelque chose, je veux le vy égale quelque chose, et je veux le vz égale quelque chose. Alors, le v dit, ici c'est C1, d'accord, donc je vais marquer C1. C1 c'est V0 cosinus alpha. Le Vy c'est quoi? C'est bien ici, donc c'est moins GT plus C2, mais C2 c'est V0 sin alpha, et C3, Vz, c'est égal à 0. Voilà. Donc là, j'ai réussi à déterminer les équations horaires de ma vitesse. J'ai le Vx qui va dépendre du temps, enfin qui est pour l'instant interdépendant du temps, donc qui va toujours être le même. Le Vy qui va dépendre du temps, parce que j'ai un temps ici, puis Z qui va être ici une constante égale à 0. Donc, question suivante, alors on en était où? Donc ici, c'est déterminer les équations horaires de la vitesse. Ensuite, déterminer les équations horaires de la position et montrer que le mouvement est plan. Donc les équations horaires de la position, eh bien, ça va être déterminer le x, le y et le z. Donc je vais le noter ici à la suite, petit 7. Donc moi, ce que je veux, les équations horaires de la position, c'est-à-dire c'est le OM ici de t à chaque instant. C'est-à-dire que ça va être x de t, y de t,
et z de t. C'est ça qu'on veut vous demander. Alors, comment est-ce que je fais pour faire ça? Bah, j'ai encore la même chose, hein, puisque je sais que la relation entre la vitesse, c'est égal à quoi? Bah, c'est la dérivée de la position, donc d de OM sur dt. Donc encore une fois, ce que je vais faire, bah, je vais reprendre ces équations-là, et je vais pour chacun retrouver une primitive, refaire les constantes, retrouver les conditions initiales, et tout rétablir. Et donc ça va être la même chose, sauf que là, ça va être un petit peu plus compliqué de la manière où justement les équations sont un petit peu plus dures. Donc d de OM de t, je vais le marquer ici donc avec toutes mes coordonnées. Donc ici, ça va être d de x de t sur dt, d'accord, d de y de t sur dt, et d de z de t sur dt. Voilà. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, ici, bah, je vais identifier ces équations-là. Je sais que c'est égal à v0 cos alpha. Je sais que c'est égal à moins gt plus v0 sin alpha. Et je sais que c'est égal à 0. Donc maintenant, il va falloir que je trouve une primitive de cette équation-là, de cette équation-là, et de cette équation-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bah c'est la même chose. Ici, eh bien, ça va vous donner que OM de t, c'est égal à quoi? Eh bien, dans ce cas-là, la primitive de cette chose-là, alors ici V0 est une constante, cos alpha est une constante, ça veut dire que bah, ici je vais trouver une primitive d'une constante, ça va vous donner, eh bien, donc je vais l'appeler x de t, c'est égal à V0 cos alpha fois t, voilà, plus une constante que je vais appeler, peut passer, hein, parce qu'on a déjà fait, donc c'est 4, y de t, c'est quoi? Eh bien, c'est cette primitive-là. Alors, regardez bien ici, c'est quoi? Bah, ça, c'est monté. Donc, c'est un polynôme de degré 1. Donc, je vais monter d'un degré, ça va vous donner du t carré. Donc, 1 demi de gt carré. Donc, moins 1 demi de gt carré. Ici, c'est une constante. Donc, ça va faire comme au-dessus. Ça va vous donner plus v0 sin alpha fois t. Plus, encore une fois, une constante, c'est 5. Et le dernier, bah, ça va vous donner z de t. Donc ici, l'équation, bah, ça va être une constante, je vais l'appeler C6. Voilà. Donc comment je fais pour déterminer mes constantes? Grâce aux conditions initiales. Donc aux conditions initiales, donc CI, donc t égale 0. Et qu'est-ce que je sais? Alors qu'est-ce que je sais? Eh bien je sais que... Oh, je suis très très loin. Je sais ici que... il manque un petit truc sur votre feuille, mais ça va apparaître dans votre feuille à vous. En fait, ici, on va dire que on lance le javelot avec une vitesse v0, et bien au point O. On lance au point O, origine du repère. Ce qui veut dire que, eh bien, au temps égal 0, eh bien, si je suis au temps égal t égale 0, j'en suis où? J'en suis là. À t égale 0, eh bien, OM, donc, est égal à, donc, 0, 0, 0. Donc là, j'identifie, eh bien ça, le premier 0 est égal à quoi? Bah, il est égal à ça quand t égale 0. Donc si est égal à 0, ça veut dire que C4 égale 0. Si ici t égale 0, ça s'annule, ça s'annule, il reste que C5. Et ici, bah, ZZ égale 0, donc ça fait C6 aussi égal à 0. Donc en gros, ici, toutes mes constantes sont égales à 0, ce qui ne sera pas le cas si on considère que votre javelot, par exemple, on le lance avec une certaine hauteur. Si on lance avec une certaine hauteur, il faudra faire attention, puisqu'il y a un paramètre, le y, qui ne sera pas égal à 0. Dans ce cas-là, ce sera la hauteur ici qu'il faudra prendre en considération. Voilà. Alors donc maintenant, bah, je sais que mes constantes sont égales à 0. Je peux déterminer véritablement mes équations horaires de la position. Ça vous donne que OM de t, c'est égal à quoi donc? Eh bien, c'est V0 cos alpha t ici, il n'y a plus de C4 qui est égal à 0, c'est moins 1 demi de gt carré plus V0 sin alpha t, et puis ici c'est 0. Voilà. Donc ici, si vous regardez bien, eh bien, quel que soit l'instant ici, hein, quel que soit le t, la coordonnée sur z est égale à 0. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, eh bien le mouvement est plan, et il est contenu dans le plan de tir qui est le plan origine. Donc on va pouvoir noter donc à tout instant,
le mouvement est contenu dans le plan de tir. Voilà. Alors je vais m'arrêter là pour cette partie, il nous reste quelques choses à faire, mais ça fait déjà 25 minutes, ça fait déjà beaucoup lourd, et il y a quand même beaucoup de choses à savoir, c'est véritablement pas facile, donc je vais faire une pause et puis je vous retrouverai pour faire une autre vidéo. À bientôt, au revoir.